Ce soir, c'est un soir très spécial, car nous allons voir Jurassic Park un petit peu avant vous, après les Américains qui se sont déjà rués sur ce film, et je crois qu'en France, ça va faire la même chose. J'espère. Nous, en attendant, on va en profiter pour mieux vous faire connaître cet univers fantastique des dinosaures tout au long de cette soirée, avec notamment toutes les dernières découvertes des scientifiques à ce sujet. Et comme les dinosaures ne sont après tout que de gros animaux, on va bénéficier de la présence de Caroline, qui est notre grande spécialiste nature. Merci beaucoup, Mac. Mais ce que je voudrais te demander, c'est que, bon, c'est vrai, on fait un grand cas de Jurassic Park, c'est une révolution. Est-ce que c'est vraiment le premier film sur les dinosaures? Non, bien sûr, ça fait longtemps que les dinosaures font rêver les cinéastes, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Voici en 1915 un des premiers dessins animés de l'histoire du cinéma. Le héros est Gertie, un sympathique diplodocus. En fait, les dinosaures sont arrivés à Hollywood dès les débuts du cinéma. Ils devinrent très vite des vedettes du muet. À l'époque, les producteurs sans scrupules n'avaient que faire du réalisme scientifique. Les dinosaures des continents oubliés étaient constamment dérangés par des explorateurs zélés et les hommes des cavernes étaient sans cesse réveillés par des dinosaures voraces. Même si dans la réalité, hommes et dinosaures se ratèrent de plus de 60 millions d'années, on trouva toutes sortes d'idées pour les ressusciter. Parmi les dinosaures, la star du box-office est le Tyrannosaure Rex. Voici le combat qui le rendit célèbre contre King Kong en 1933. Autre champion de l'horreur, le ptérosaure géant. Mais sa prestation ici est de courte durée. Revoici notre tyrannosaure version Technicolor. Dans les années 60 et 70, les dinosaures garantirent de nombreux emplois aux hommes des cavernes d'Hollywood. Mais il est vrai que le travail n'était pas de tout repos. Je crois quand même que pour les effets spéciaux, Jurassic Park a fait de nets progrès par rapport à ses prédécesseurs. Et pour l'exactitude scientifique aussi. À tout à l'heure. En attendant, voilà un petit aperçu de ce qui vous attend. T'as senti? Oh, c'est quoi ça? Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Éteins la torche, éteins la torche, éteins-la. T'as qu'à te dire que c'est juste une grosse vache. J'adore les vaches. Regardez ce tournoiement, ce changement de direction. C'est comme un vol d'oiseau fuyant un prédateur. Jurassic Park, c'est avant tout des effets spéciaux extraordinaires à base d'images de synthèse et de maquettes animées. Mais c'est aussi, et grâce au talent de Michael Crichton, l'auteur de l'histoire, une solution originale et presque scientifique pour réunir l'homme et les dinosaures. Tout commence au fond d'une mine où l'on va découvrir un fossile très particulier.
C'est en 1990, on fit une première découverte. Dans un morceau d'ambre, en provenance d'une mine d'Amérique du Sud, on trouva les restes d'un moustique préhistorique fossilisé. Un des innombrables moustiques qui se nourrissait du sang des dinosaures. Avec l'ADN de ce sang, la science était capable de recréer ces mastodontes. Et pour la première fois, l'homme et le dinosaure se partagèrent la Terre. En fait, il existe effectivement de nombreux moustiques conservés dans de l'ambre fossile depuis des dizaines de millions d'années, et il n'est pas impossible que l'on en trouve qui ait sucé du sang de dinosaures. Dans l'un de ces moustiques, on a même retrouvé quelques fragments d'ADN, mais cette séquence n'est qu'une infime partie de l'information génétique contenue dans l'ensemble des chromosomes. Dans Jurassic Park, non seulement les moustiques ont bien piqué des dinosaures, mais en plus, l'ADN de ces derniers est retrouvé pratiquement intact. Il ne reste plus qu'à transformer cet ADN en œuf et à le mettre dans une couveuse. Dans la réalité, nous sommes très loin de pouvoir accomplir cette culture in vitro. À partir de l'ADN d'une poule, nous ne savons pas fabriquer un œuf car même si l'ADN contient toute l'information de l'être vivant, il lui faut une cellule pour pouvoir s'exprimer. Jurassic Park laisse ce problème sous silence et les œufs de dinosaures donnent naissance à de charmants petits monstres. Le problème, c'est qu'ils ne restent pas petits très longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? King Kong? Alors, c'est plus, hein. Ça me paraît incroyable, cette histoire d'ADN et de conservation de moustiques dans l'ambre. Et pourtant, tu sais que des insectes conservés dans l'ambre, comme ça, qui est tout bêtement de la résine de pin, ça existe vraiment. Tiens, ça t'intéresserait d'en voir? Ah bah bien sûr. Eh ben, on a qu'à aller au musée d'histoire naturelle de Berlin. Tu m'emmènes? Allons-y. On y va. Regarde Caroline, voilà le but de notre voyage, des insectes piégés dans de l'ambre. C'est fou, on dirait qu'ils ont été piégés hier. Il y en a beaucoup comme ça? Non, les gisements en fait sont très rares, même si ici, au musée de Berlin, il y en a une collection de plus de 60 000 pièces. Et celui-ci? Alors ça, regarde, c'est un moustique qui a été sorti pour la préparation. Magnifique, hein? Et tu crois que les cellules sont encore intactes? Oh bah, les cellules, oui. Par contre, l'intérieur des cellules, ça c'est une autre affaire. Surtout cette molécule d'ADN qui nous intéresse, qui est tellement fragile et instable. À mon avis, il n'y en a plus là-dedans depuis longtemps. Enfin, on peut toujours rêver. En attendant, si tu veux bien, on va aller voir une des plus belles curiosités de ce musée, qui en compte d'ailleurs beaucoup. Par ici. Mais regarde! C'est un brachiosaure, comme on a vu tout à l'heure dans Jurassic Park. Et oui, c'est le squelette du brachiosaure, et c'est même le squelette le plus gros qui soit exposé dans tous les musées du monde, ici, au musée d'histoire naturelle de Berlin. C'est très impressionnant. Alors pour nous en parler, justement, on va appeler un spécialiste, car vous savez qu'il y en avait un dans les parages. En plein travail. Éric Buffetot, bonjour. Bonjour. Alors Éric Buffetot, c'est un des plus grands dinosaurologues français. Alors vous pouvez nous dire en peu de mots, quel était cet animal et comment il vivait? C'est un très gros dinosaure sauropode qui vivait il y a à peu près 150 millions d'années en Afrique orientale. Et on pense aujourd'hui que c'était un très grand herbivore qui pouvait aller chercher les plantes et les feuilles à la cime des arbres grâce à son énorme cou. Alors quelles étaient ses caractéristiques en termes de taille et de poids? Eh bien, la longueur du squelette est d'à peu près 23 mètres et la tête se trouve à 12 mètres au-dessus du sol. Quant au poids, on l'a estimé à une 50aine de tonnes, ce qui représente l'équivalent d'une dizaine d'éléphants actuels. Alors justement, je croyais qu'à cause de ce poids, il passait la plus grande partie de son temps dans l'eau, un peu en fait comme un hippopotame aujourd'hui. C'est ce qu'on a longtemps cru. On a reconstitué le brachiosaure complètement immergé jusqu'à la tête dans des lacs ou des rivières. Et c'est impossible? En fait, ça paraît très difficile à admettre parce qu'on a pu calculer que si l'animal effectivement était immergé, comme ici, étant donné la longueur de son cou, sa cage thoracique se trouverait à plusieurs mètres au-dessous du niveau de l'eau. Et dans ces conditions, la pression de l'eau sur le thorax serait telle que l'animal serait incapable de respirer. Mais en fait, c'est un peu comme un plongeur qui serait à 6 mètres de profondeur et qui respirait l'air de la surface. Exactement, un homme qui serait à 6 mètres de profondeur ne pourrait absolument pas respirer par un tuyau l'air de la surface, parce que la pression d'eau sur ses poumons est trop forte. D'accord.
Alors ça, je crois, ça fait partie des idées fausses qu'on avait sur les dinosaures et qu'on est en train de corriger les unes après les autres. Oui, ça fait partie des vieilles interprétations qui sont aujourd'hui battues en brèche par de nouvelles hypothèses sur leur mode de vie, leur biologie. Alors puisqu'on est sûr de son mode de vie terrestre, comment a-t-il pu supporter son poids? Il avait des membres particulièrement costauds? Il est construit pour ça. Il a des membres qui sont des espèces d'énormes colonnes osseuses avec ces ossements très robustes, sur lesquels s'inséraient des muscles extrêmement puissants pour les faire remuer. On voit d'ailleurs des crêtes osseuses très marquées sur lesquelles les muscles s'accrochaient pour faire se mouvoir l'animal. Oula, oui. Ah oui, en effet, on voit bien qu'il avait d'énormes muscles. Et puis d'autre part, alors que les membres étaient des colonnes très massives, le reste du squelette était plutôt allégé, et quand on regarde les vertèbres, on s'aperçoit qu'il y a des grandes cavités à l'intérieur qui réduisent le poids de la colonne vertébrale et la rendent plus facile à supporter. Et comment le squelette s'est retrouvé ici? Eh bien, il a été trouvé avant la Première Guerre mondiale par des expéditions allemandes en Afrique orientale, qui était alors une colonie allemande. C'est en effet en 1906 qu'un ingénieur allemand découvre des ossements impressionnants alors qu'il explore le haut plateau de Tanzanie. Le musée de Berlin envoie 2 paléontologues pour diriger les fouilles, effectuées par la main-d'œuvre locale. Le site est d'une exceptionnelle richesse. On met à jour des squelettes complets de Kentrosaurus aux impressionnantes épines et surtout, on trouve les restes de plusieurs brachiosaures. En tout, plus de 200 tonnes d'ossements vont être collectés et transportés à dos d'homme jusqu'à la côte, distante de 65 km. Après 150 millions d'années, le géant de la forêt quitte définitivement l'Afrique. On a du mal à imaginer tous ces moyens déjà mis en œuvre au début du siècle pour trouver des fossiles de dinosaures. C'est vrai. Aïe, oh là là. Oula, ça va? Je sais pas, je suis tombée sur quelque chose. Tu t'es pas fait mal? Non, je sais pas, qu'est-ce que c'est, regarde. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un os de bassin. C'est un fossile? Non, il est trop jeune. Tu vois, pour que cet os devienne un fossile, il aurait fallu que les sédiments qui le recouvrent, la boue et le sable, restent en place pendant des millions d'années. À ce moment-là, il se serait compacté pour former une roche très dure, et des minéraux de cette pierre auraient migré à l'intérieur de l'os pour remplacer la matière organique. Alors ça veut dire que quand on parle d'un os de dinosaure, en fait, c'est une pierre? Voilà, plus exactement, comme il n'y a plus de matière organique, c'est un os pétrifié. Alors explique-moi, comment peut-on trouver une pierre dans une pierre? Alors ce qui se passe, c'est que parfois, l'érosion après des millions d'années, donc la pluie ou le vent, va recommencer à creuser cette roche. Et l'os va apparaître en surface. Et quelqu'un peut très bien le ramasser ou, comme tu viens de le faire, tomber dessus. Ça te fait rire, mais n'empêche que ça ne doit pas arriver tous les jours. Non, bien sûr, c'est plutôt rare. Même si à force de chercher des os de dinosaures, ce qu'on a quand même fait beaucoup depuis un siècle et demi, on a fini par en trouver plusieurs milliers, surtout au temps des premiers chasseurs de dinosaures. Il fallut, nous apprend la Bible, 2 jours à Dieu pour créer les êtres vivants, les monstres des océans et les bêtes sauvages sur la terre. Mais lorsqu'il eut créé Adam, beaucoup de ces animaux avaient déjà disparu sans avoir été nommés. Heureusement, quelques siècles plus tard, Dieu pensa également à créer le baron Cuvier. Et celui-ci, en retour, inventa les dinosaures. Le père des dinosaures est donc un Français. Mais Cuvier tout seul n'aurait pas pu faire grand-chose. Heureusement, très vite, beaucoup de monde s'intéresse aux dinosaures. En Angleterre notamment, où le révérend William Buckland, à défaut de prouver l'existence du déluge, reconstitue l'un des premiers terribles lézards à partir de quelques fragments de mâchoire et de bassin. Il le nomme Megalosaurus. Les dinosaures s'intègrent bien à la société anglaise. Ils vont même permettre d'en renforcer quelques clichés. Ainsi, la femme est bien l'incarnation de l'intuition et de la spontanéité. Voici Madame Mantel qui, au cours d'une promenade, découvre de bien curieuses dents qu'elle montre à son époux. Ce qui permet au savant, à l'homme qui pense, bref à Monsieur Mantel, de réfléchir sur la trouvaille de sa femme. Frappé par la similitude entre un iguane d'Amérique du Sud et son fossile, il le dénomme Iguanodon. Il le reconstitue d'ailleurs de travers, ce qui contribuera à produire une image des dinosaures lourdeaux et malhabiles. Les découvertes se succèdent, mais il faut attendre 1842 et le naturaliste Richard Owen pour que les dinosaures s'appellent enfin des dinosaures.
Aussitôt baptisé, il quitte la table du savant pour celle du banquet. En 1853, on dîne à l'enseigne de l'iguanodon. Les dinosaures, vedettes des grandes expositions, gagnent en notoriété. À Philadelphie, le docteur Koch exhibe un hydrargos, monstre des temps géologiques, et qui est en fait constitué de restes de baleines. Dans la foule, un enfant de 6 ans émerveillé, Edward Drinker Cope. Avec lui, nous allons changer d'époque. Les gentlemen cueillaient les os de dinosaures au cours de promenades paisibles. Nous sommes désormais en Amérique où l'on chasse le dinosaure. La paléontologie tourne au western. Voici Edward Drinker Cope devenu grand. Et voici Othniel Charles March. La guerre de sécession vient de se terminer, les guerres indiennes commencent. Cope et March vont contribuer au déplacement de la frontière vers l'ouest, cette fois au nom de la science. Cope et March sont les plus célèbres chasseurs de dinosaures. Amis au départ, ils n'y auraient pas eu d'histoire s'ils ne s'étaient fâchés et s'ils n'avaient passé le reste de leur existence à s'affronter par dinosaures interposés. C'est à qui en déterrera le plus. Les institutions prennent la relève. L'industriel Andrew Carnegie finance des campagnes de fouilles. Sur les sites, on cherche, on pioche, et après une courte pause, on met au jour les restes des géants du passé. Notez la subtilité de la méthode. Dégagés et plâtrés, les os sont marqués puis transportés au musée pour y être montés avant d'être livrés à l'étonnement des foules. Les recherches s'étendent désormais à tous les continents. En 1923, on découvre les premiers œufs de dinosaures dans le désert de Gobi, aux confins de la Chine et de la Mongolie. En Europe, le site le plus remarquable est Bernissart, en Belgique. C'est ici qu'une dizaine d'iguanodons ont été découverts par des mineurs en 1877. Surpris par la mort dans une zone qui était à l'époque un marécage, ces iguanodons ont attendu 125 millions d'années avant de se remettre sur leurs pattes. Être dinosaure demande décidément beaucoup de patience. Voilà, alors tu vois comme ils sont grands. C'est vraiment impressionnant. Ah, tiens, sacré truc. Oh là là, j'imaginais pas. Mais dis-moi, on chasse toujours les dinosaures, je crois. Ah, on les chasse plus que jamais. Et non seulement on les chasse, mais en plus on les reconstruit grandeur nature, comme ce terrible allosaure, un dinosaure carnivore. Il est vraiment à taille réelle? Non, il est 2 fois plus petit que grandeur nature. Il est quand même terrifiant. Regarde, il y en a un autre. C'est un apatosaure. Il est vraiment vraisemblable, on dirait qu'il est vivant. Tout à fait. Pourtant, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que cet apatosaure a disparu depuis plus de 140 millions d'années. C'est une durée qui est tellement importante qu'elle dépasse l'imagination. Et viens voir. Regarde ce calendrier. Il commence au début de l'ère primaire, au moment où la vie explose sur Terre, il y a 590 millions d'années, pour finir tout là-bas à l'époque actuelle. Il faut bien voir que sur ce calendrier, chaque centimètre, ici, représente à lui tout seul une durée de 600 000 ans. Et alors, au début du primaire, il y a quoi? Eh bien, au début du primaire, les créatures sont essentiellement marines, comme par exemple, ici, ce trilobite. Et puis, 200 millions d'années après le début du primaire, avec cet animal, le premier amphibien connu, qui s'appelle l'Ichthyostega. Ça commence à sortir de l'eau. Voilà, à partir de là, les animaux vont coloniser la terre ferme. Mais alors, les dinosaures, on les trouve exactement à quel moment? Alors, les dinosaures, on les trouve beaucoup plus loin. Il y a moins de 145 millions d'années, quand commence ce qu'on appelle l'ère secondaire, l'âge des dinosaures, ou plutôt les âges des dinosaures, car en fait, le secondaire se divise en 3 périodes bien distinctes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Alors ça veut dire qu'à chaque époque différente, on trouve des dinosaures différents, il y a une évolution? En quelque sorte, plus exactement, tout au long de ces 3 périodes, donc Trias, Jurassique, Crétacé, des espèces de dinosaures ne vont pas arrêter d'apparaître et de disparaître. Alors pour donner un exemple, au Jurassique, c'est l'âge des grands dinosaures herbivores, le brachiosaure ou le diplodocus. Ensuite, au Crétacé vont apparaître d'autres espèces comme le stégosaure, l'ankylosaure, le tricératops ou le terrible tyrannosaure. Mais alors l'homme dans tout ça? Alors l'homme, lui, n'apparaît que beaucoup plus tard. Tout d'abord, à la fin du secondaire, tout d'un coup, les dinosaures disparaissent brutalement. Quant à l'homme moderne, l'Homo sapiens, il n'apparaît qu'il y a 100 000 ans, ce qui représente cette minuscule bande verte ici de seulement 2 mm d'épaisseur. Mais c'est complètement dérisoire par rapport à tout ce qu'on a vu sur les dinosaures. Tu as raison, 180 millions d'années pour les dinosaures, contre
l'époque de l'homme moderne, 100 000 ans, l'homme pour l'instant a vécu 1800 fois moins longtemps que les dinosaures. Mais dis-moi, qu'y a-t-il entre les deux? Alors, entre la fin des dinosaures et le début de l'homme, on trouve deux périodes, le tertiaire et le quaternaire, pendant lesquelles se sont développés les mammifères pour donner les espèces que nous connaissons aujourd'hui. Donc si j'ai bien compris, l'homme et le dinosaure ne se seront jamais rencontrés, excepté ici. Exactement. Il faut vous dire que nous sommes à Bruxelles, au Muséum de sciences naturelles, où vous pouvez venir admirer cette exposition de dinosaures animés qui, je crois, nous viennent des États-Unis, c'est ça? Oui, ces dinosaures sont fabriqués par Dynamation, la société spécialiste en la matière. Et ici, il y a un spécimen absolument extraordinaire, il s'agit du tyrannosaure. Sais-tu que jusqu'au début des années 90, on ne connaissait en tout et pour tout que 7 squelettes très incomplets de cet animal. Et c'est pourquoi la découverte au début des années 90 d'un 8e squelette a été considérée comme un événement majeur par les paléontologues. Tout de suite, le 8e tyrannosaure. Les Badlands du Montana, une région très riche en restes de dinosaures. Mais même ici, les ossements se trouvent toujours par hasard. Le soleil était juste dessus, ça a attiré mon regard. Nous sommes allés voir et c'était juste un morceau d'os affleurant sur le sol. Bien sûr, nous étions très excités. Plus nous creusions, plus l'os nous paraissait grand. Je me souviens que je tremblais et que je répétais, j'ai fait une super découverte. Vous savez, rien que l'os, pour moi, c'était déjà une super découverte. Kathy Winkle apporta tous les os qu'elle avait trouvés au musée des Rocheuses de l'Université du Montana. Le conservateur fut impressionné. Ces os étaient tout simplement le bras et l'épaule d'un Tyrannosaure rex, le premier ensemble complet de ce genre jamais exhumé. Ils étaient en train de discuter. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient garder les os. On a dit bien sûr. Et si nous pouvions leur montrer l'endroit où nous les avions trouvés. Et nous leur avons dit oui, on peut faire ça aussi. Un an et demi plus tard, dans cet endroit perdu des Badlands, une équipe du musée se prépare à dégager les restes du tyrannosaure de Kathy Winkle. Tout le monde pressent ici que la découverte est d'importance. Il s'agit peut-être du premier squelette complet de tyrannosaure jamais mis à jour. Six mois auparavant, Pat Leahy a exhumé une partie du squelette avant de le recouvrir d'une couche de plâtre pour le protéger durant l'hiver. Le cou est tordu vers l'arrière et le crâne s'est détaché, mais ça se verra beaucoup mieux quand on aura tout enlevé. Mais avant de retirer le squelette, les fouilleurs doivent s'assurer qu'ils en ont repéré tous les morceaux. Certains d'entre eux sont peut-être enterrés sous la colline. La seule manière de s'en assurer est de déplacer la colline. Un travail qu'un bulldozer pourrait faire en quelques heures et que l'équipe va mettre plus d'une semaine à accomplir en déplaçant à la main plus de 100 tonnes de roches avant de reprendre le dégagement des ossements du tyrannosaure. Le responsable de ces fouilles s'appelle Jack Horner. C'est un chasseur de dinosaures mondialement célèbre. Pendant que son équipe creuse, il cherche dans les environs les fossiles des autres espèces d'animaux qui vivaient ici en même temps que le tyrannosaure pour reconstituer le milieu naturel de l'époque. C'était une plaine inondable comme la basse vallée du Rhône aujourd'hui, où des rivières déposaient continuellement du sable et des alluvions. Les conditions étaient idéales pour que des ossements se fossilisent. C'est ainsi que le squelette du tyrannosaure, ce terrible prédateur du secondaire, a pu parvenir jusqu'à nous. Pour comprendre les dinosaures, il faut de l'imagination en plus des connaissances scientifiques. Tout ce que nous avons sous la main, ce sont les os. L'énorme rangée de dents du tyrannosaure le classe clairement parmi les carnivores. Son squelette, de 12 mètres de long, nous prouve qu'il s'agit même d'un des plus gros carnivores qui ait jamais vécu. Mais au-delà de ces données de base, le comportement de l'animal dépend largement du spécialiste que vous allez interroger.
Sa tête est une machine élégante et précise. Voici la narine, l'orbite de l'œil et une fenêtre sur le museau. Sa tête a l'air solide avec des os massifs, mais ce n'est qu'une apparence. Il y a des charnières, ici et ici, pour que toute la tête puisse s'ouvrir au maximum afin d'avaler un énorme paquet de viande. Ces dents gigantesques pouvaient percer la carapace d'un dinosaure, mais elles étaient actionnées par une articulation de la mâchoire en forme de rainure, ce qui fait que la mâchoire inférieure pouvait glisser d'avant en arrière et que les dents pouvaient littéralement scier un morceau d'une carcasse géante. Maintenant, si vous regardez le museau d'un tyrannosaure, ou s'il vous laisse le regarder, vous allez voir quelque chose de vraiment effrayant. Vous allez voir que les deux orbites regardent droit devant la tête. Cet animal avait une vision stéréoscopique, et c'est très rare chez les dinosaures. Encore plus impressionnant, mais très bien conçu, ce sont les oreilles. Ici, ce petit rebord sert au passage du canal de l'oreille. Les deux oreilles sont tournées vers l'avant. Cet animal était tout entièrement tourné vers sa proie. Et si c'était vous sa proie, vous étiez sûr d'avoir des problèmes. Mais si la tête du tyrannosaure a l'air d'une arme formidable, il n'en va pas de même pour ses bras. Des bras peut-être trop petits pour être ceux d'un carnivore chasseur. Imaginez un peu et essayez de vous figurer la situation. Un tricératops passe par là, un tyrannosaure rex passe lui aussi par là. Le tyrannosaure veut attraper le tricératops, mais le tricératops n'a pas envie d'être attrapé. Maintenant, si le tyrannosaure ne peut pas utiliser ses petites pattes avant pour l'attraper, de quoi se sert-il pour l'agripper? Il a une grande gueule et peut rattraper et mordre le tricératops, mais bien sûr le tricératops va se démener pour essayer de s'en débarrasser. Dans ce scénario, tout ce que je peux imaginer, c'est que le tyrannosaure va laisser toutes ses dents dans le dos du tricératops. Ce qui en fait est plus logique, c'est que le tyrannosaure rex n'ait été qu'un charognard. Dans ce cas, il n'a pas besoin de tuer des animaux en mouvement, ils sont déjà morts. Ou alors, il s'attaque à un animal malade et affaibli. Mais ce n'était pas un chasseur actif. Chasseur ou charognard, comme personne n'y était, l'image que l'on se fait du tyrannosaure dépend en fait de reconstitutions de squelettes comme celle-ci. Cette reproduction grandeur nature a été conçue par Robert Baker pour le musée de Denver. Elle permet de se figurer le tyrannosaure comme un prédateur vif et agile. On peut voir une version différente au musée Carnegie à Pittsburgh. Il s'agit du premier squelette remonté de tyrannosaure. Il date de 1905. Son attitude massive nous donne l'image d'un monstre balourd, et c'est cette image qui perdurera pendant plusieurs décennies. Revenons dans les Badlands où les gros travaux sont terminés. Le haut de la colline a été rabaissé de 3 mètres et de nouveaux os sont apparus. Nous avons maintenant les restes de l'os du petit bassin et de l'ischyon, ici, et nous avons commencé à mettre à jour la queue. Elle est encore articulée, tout est attaché. Vous pouvez voir les vertèbres, elles sont énormes. Elles s'incurvent et partent par là-bas, entre ces 3 personnes qui sont justement en train de chercher tous les os qu'il est possible de trouver dans cette zone. À partir de maintenant, le travail est lent et méticuleux. Au fur et à mesure que les pièces sont mises à jour, elles sont imprégnées de résine durcissante. Pour l'instant, tout reste en place. L'objectif est de tout mettre à jour sans rien déplacer pour en tirer le maximum d'informations. Voilà déjà ce que l'on sait. Le corps gisait sur le côté gauche, le cou tordu vers l'arrière. La roche qui l'entoure est du grès. Du grès, c'est-à-dire du sable compacté. On peut en déduire que le squelette a été préservé sur le fond sableux d'une rivière. Après que la chair et les articulations se soient décomposées, le courant de la rivière a déplacé une partie des os. Le bras gauche s'est déplacé de quelques mètres, là où Cathy Wenkel l'a trouvé. Le crâne s'est désolidarisé des mâchoires et a roulé contre le bassin. La jambe droite est passée par-dessus le reste du corps, la gauche est peut-être toujours repliée sous le corps. Enfin, le bout de la queue et des osselets du pied ont dû être emportés par le courant.
C'est dans cet état que le squelette est parvenu jusqu'à nous. Nous avons effectué les premières mesures, et il est clair qu'il s'agit d'un des plus gros tyrannosaures jamais trouvés. Les os de la patte, notamment, sont beaucoup plus longs que sur les autres spécimens. C'est ça qui est vraiment intéressant. Mais ce qui intéresse le plus les paléontologues, c'est le crâne, car l'anatomie des crânes permet de résoudre bien des questions que l'on se pose sur les dinosaures, et notamment ceux des relations entre les différentes espèces. Le Tyrannosaure rex n'est qu'un membre de la famille des Tyrannosauridés, qui comprend aussi l'Albertosaurus, le Gorgosaurus ou le Tyrannosaurus bâtard de Mongolie. Un des membres de cette famille n'est connu que par un seul crâne fossile, 8 fois moins gros que celui d'un Tyrannosaure rex. Certains spécialistes pensent qu'il s'agit d'une espèce à part de tyrannosaure nain. Il a donc été baptisé Nanotyrannus. Mais d'autres pensent qu'il s'agit tout simplement du crâne d'un bébé tyrannosaure. Pour trancher la question, il faut savoir si les os de l'intérieur du crâne ont fusionné, comme chez un adulte, ou ne sont encore que faiblement reliés entre eux, comme lorsque le crâne est encore en train de grandir. Autrefois, il aurait fallu casser le fossile pour en observer l'intérieur. Aujourd'hui, on peut l'éviter grâce à une technique médicale de pointe, le scanner X. C'est pour cela que le crâne est examiné dans un hôpital de Toronto, au Canada. Les chercheurs, dont Robert Baker, voient pour la première fois l'architecture intérieure du crâne de Nanotyrannus. L'image au rayon X en 3 dimensions révèle une foule de détails. Très vite, la conclusion tombe. Le crâne parfaitement formé est bien un crâne d'adulte. Le Nanotyrannus est donc une espèce à part entière. Après 4 semaines de travail acharné, l'exhumation du squelette est quasiment terminée. Tous les os, à moitié dégagés, sont plâtrés avec leur matrice de grès. La dernière séparation s'effectuera au laboratoire. Il faut de gros moyens pour déplacer les blocs, dont les plus gros dépassent la dizaine de tonnes. Le tyrannosaure se trouve maintenant dans le laboratoire de paléontologie du musée des Rocheuses. Il faudra encore 2 ans de travail pour dégager tous les os et les remettre en ordre. Pendant ce temps, d'innombrables autres fossiles de dinosaures dorment encore sous les collines des Badlands. Doucement. Ah, appelle tes copains un peu. Ici, nous ne sommes pas dans les Badlands, mais dans la réserve de Thoiry. Alors pourquoi nous as-tu emmenés ici, en fait? Eh bien, je voulais te montrer à quoi ressemble le secondaire. Le secondaire, tu te moques de moi, il y avait que des dinosaures, on le sait bien, il n'y avait pas de mammifères comme ces rhinocéros, par exemple. Non, mais regarde un peu, justement, ces rhinocéros. D'abord, ce sont des animaux herbivores, placides, qui vont passer le plus clair de leur journée à manger. Ensuite, si tu leur rajoutes une grande collerette osseuse derrière les cornes, tu vas avoir le portrait craché, tant pour le physique que pour le comportement, d'un centrosaure ou d'un tricératops, ces grands dinosaures herbivores de la fin du secondaire. Donc en fait, il suffit d'un peu d'imagination. Voilà, je vais te montrer un autre exemple. Tiens, regarde ces girafes. Tu sais bien sûr pourquoi elles ont un long cou. Écoute, oui, c'est une adaptation en fait, parce qu'elles se nourrissent au sommet des arbres. Et puis c'est un véritable self-service, c'est amusant entre 2 et 7 mètres, elles mangent tout, les feuilles, les épines, tout y passe. Exactement. Eh bien, les grands dinosaures herbivores, comme les diplodocus ou les brachiosaures, avaient exactement le même système pour pouvoir se nourrir. Un long cou pour atteindre eux aussi la cime des arbres. Tiens, regarde, tu vois ces lions? Eh bien, comme tous les carnivores, ils peuvent courir très vite pour rattraper leur proie. Et pour agripper ces proies, ils ont des griffes et des dents acérées. Eh bien, les dinosaures du secondaire, c'était la même chose. Je suis d'accord avec toi sur les caractéristiques des carnivores, mais ils ne ressemblent quand même en rien à des tyrannosaures, par exemple. Oui, c'est certain. La morphologie, les proportions ne sont plus du tout les mêmes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que par-delà les millions d'années, dès qu'il s'agit de choses aussi simples que se nourrir ou se déplacer, la nature retient toujours finalement les mêmes solutions.
les éléphants. Finalement, les choses n'ont pas vraiment changé. Les herbivores mangent toujours les végétaux et les carnivores mangent les herbivores. Exactement, c'est pour ça que quand les scientifiques veulent mieux comprendre les dinosaures, ils cherchent les points de comparaison avec les espèces actuelles. D'ailleurs, on va le voir maintenant, puisqu'on va véritablement partir à la rencontre des dinosaures quand ils régnaient sur Terre. Les dinosaures étaient si bien adaptés à leur environnement qu'ils ont survécu à tous les bouleversements de la Terre pendant l'ère secondaire. Et quel bouleversement! Revenons au début du secondaire. La Terre est formée d'un continent unique, la Pangée. Les dinosaures sont les mêmes aux quatre coins du globe. C'est le règne des storicosaures, il y a 200 millions d'années. Mais en quelques dizaines de millions d'années, la Pangée se fissure, des continents isolés se forment et sur chacun d'eux, l'évolution va donner naissance à de nouvelles espèces de dinosaures. Plus de 800 au total. Cela va des grands herbivores, les sauropodes, au corps élancé, au véritable blindé à pattes qu'est l'ankylosaure. Des formes étranges apparaissent. Le casque du pachycéphalosaure ou la curieuse crête du corythosaure. À quoi tout cela servait-il? On en est réduit aux hypothèses. Ce que l'on connaît mieux, c'est le régime alimentaire des dinosaures, comme ces iguanodons, qui nous est indiqué par leur dentition. Ainsi, le gigantesque Diplodocus, avec ses 28 mètres de long et ses 15 tonnes, est clairement un herbivore. Ses dents sont adaptées à la coupe et à l'arrachage des végétaux. Idem pour le champion des poids lourds, le brachiosaure de 50 tonnes. Ces deux espèces se sont adaptées à la végétation luxuriante du Jurassique, où, comme la girafe aujourd'hui, ils pouvaient brouter la cime des arbres. Mais tous ces herbivores, en dépit de leur taille, servaient sûrement de casse-croûte aux carnivores, qui n'hésitaient pas à se jeter en meute sur ces géants de la forêt. Ces véritables machines à tuer, comme les allosaures, étaient munies de dents en forme de poignard, atteignant 18 cm de long. La plupart étaient finement crénelés, exactement comme un couteau de cuisine. En plus, leurs pattes avant étaient souvent équipées de griffes en forme de faux, comme celle du Deinonychus, ce qui signifie griffe terrible. Ces griffes leur permettaient de sauter sur leurs victimes et de les lacérer. Pour rattraper leur proie, les dinosaures carnivores étaient taillés pour le sprint. Ainsi, le tyrannosaure, avec sa queue effilée et sa position bipède, devait courir très vite. Les paléontologues ont d'ailleurs un élément supplémentaire pour déterminer la vitesse des dinosaures. Des empreintes laissées dans des sols meubles il y a des millions d'années. Ces traces sont celles d'un petit dinosaure carnivore. Un zoologue a mis au point une formule pour estimer la vitesse d'un animal à partir de l'écartement de ses pas. En appliquant cette formule aux empreintes fossiles, le paléontologue Jim Farlow en déduit que ces dinosaures devaient atteindre les 40 km/h. Mais pour plus de précision, il veut revérifier l'exactitude de la formule avec l'animal vivant le plus proche d'un dinosaure, un grand oiseau dépourvu d'ailes, l'émeu. Comme oiseau coopératif, on a vu mieux. Non, 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 non. L'émeu finit par traverser le terrain préparé pour lui. Okay, that looks good. That looks very good. Close enough for government work. Farlow n'a plus qu'à mesurer l'écartement des pas.
pour déterminer, grâce à la formule, à quelle vitesse couraient les meux. Puis, il compare le résultat obtenu avec la vitesse réelle de l'animal, déduite de l'enregistrement vidéo de sa course. La vitesse calculée et la vitesse réelle de l'oiseau coïncident bien. La formule doit donc être valide pour les empreintes de ce dinosaure qui parcourait les plaines du Jurassique à 45 km/h. Heureusement pour eux, les herbivores possédaient des défenses contre les carnivores. Certains, comme l'Hypsilophodon, devaient atteindre les 40 km/h, la vitesse d'une girafe. L'homme, rappelons-le, n'a jamais dépassé les 36 km/h. Autre type de défense, les stégosaures arboraient de formidables piquants acérés. Les centrosaures possédaient une imposante parure crânienne. Leurs cornes avant servaient sans doute à déterrer les racines et à intimider les prédateurs. Cette attitude défensive et leur étonnante apparence physique ont amené les paléontologues à les comparer aux rhinocéros actuels. Les centrosaures avaient une vie sociale bien organisée. Ils partaient en troupeau dans de longues migrations à la recherche de nourriture. On a ainsi retrouvé une horde fossile de 500 centrosaures qui ont dû se noyer en traversant un fleuve. Exactement comme ce troupeau de caribous qui a péri en essayant de traverser une rivière en crue du nord du Québec en 1984. La découverte de restes d'œufs de dinosaures groupés, comme ceux du désert de Gobi, en Chine, laisse penser que certains dinosaures revenaient chaque année en colonie, déposer leurs œufs et élever leurs petits au même endroit. Comme la plupart des grands mammifères, les dinosaures étaient donc des animaux sociaux, chez qui s'était développée une panoplie de signes de reconnaissance. Chez le Parasaurolophus, la longue crête tubulaire devait servir de caisse de résonance pour produire un mugissement à basse fréquence, audible de loin. Enfin, nombre de dinosaures devaient posséder des parures colorées, mais il n'y a aucune certitude sur la couleur des dinosaures, ce qui laisse libre cours à l'imagination des scientifiques et des autres. Dinosaures. Ah, tu as raison, mais il faut dire qu'ils ont laissé des indices très variés. Tiens, par exemple, Éric Buffetot, on vous retrouve ici en plein travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de mesurer des empreintes de pas de dinosaures. La dinosaure qui vivait ici il y a à peu près 200 millions d'années. On voit assez bien la forme de ces empreintes avec les 3 doigts. Mais expliquez-moi comment ils ont pu laisser leur empreinte dans ce rocher qui est quand même dur. En fait, à l'époque, ce rocher, c'était une vaste étendue de vases humides sur laquelle les dinosaures ont circulé. Parce qu'ici, c'était une sorte de berge, c'est ça? Oui, on était au bord d'une grande lagune, sans doute pas très loin de la mer. Au bord de la mer, mais je comprends pas, parce que le village est juste en bas, on est sur le sommet d'une montagne, comment c'est possible? C'est parce que les roches calcaires dans lesquelles les dinosaures ont laissé leurs empreintes ont ensuite été amenées à cette altitude par des mouvements de l'écorce terrestre, mais qui se sont produits bien plus tard que le dépôt des calcaires en question. Et qu'est-ce qu'on peut déduire exactement de la taille de ces empreintes et de l'espacement qu'il y a entre chacune d'elles? Mais elles donnent diverses indications sur la façon dont ces dinosaures se déplaçaient et aussi sur la taille de ces dinosaures, parce que en multipliant la longueur de l'empreinte par 4, on a une estimation de la hauteur de l'animal. Donc ici, ça nous donne des animaux pas très grands qui faisaient peut-être 1 mètre de hauteur à la hanche. Et donc peut-être 2 à 3 mètres de longueur. Également dans la manière de se déplacer, je suppose. La façon de se déplacer aussi, puisqu'on voit que cet animal a une piste qui est très étroite et se déplaçait à peu près comme une autruche, en mettant les pieds exactement l'un devant l'autre. C'est étonnant. Ah oui, c'est vraiment un site extraordinaire. Il y a des empreintes de dinosaures absolument partout. Il faut le voir, c'est à Saint-Laurent-de-Trèves, près de Florac, dans le parc national des Cévennes. Cela dit, il n'y a pas que des empreintes de dinosaures en France, il y a aussi des ossements. Et vous-même, Éric Buffetot, vous dirigez depuis 4 ans les fouilles dans les Corbières sur un des gisements les plus riches en os de dinosaures. C'est à Espéraza. On va aller voir ce qui s'y passe. Depuis 1989, la haute vallée de l'Aude résonne plus souvent du bruit des marteaux que de celui des grillons. Tout cela à cause de cet homme, Pierre Clotte, l'instituteur du village d'Espéraza.
C'est lui qui a identifié le premier os de dinosaure en 1982. Mis au courant de la découverte, Éric Buffetot va très vite s'apercevoir qu'il s'agit d'un site exceptionnellement riche en fossiles de dinosaures. Les fouilles démarrent véritablement en 1989. Une équipe de bénévoles va travailler tous les étés sur le site, en dépit d'une chaleur souvent écrasante. Les découvertes se succèdent. Chaque jour, les fouilleurs dégagent plusieurs os de leur gangue de pierre, comme cette longue côte d'un grand herbivore ou ce bel humérus. Comme toujours, les os sont plâtrés dans leurs blocs de rochers. Ils prennent alors la direction du laboratoire des paléontologues dans l'ancienne gare d'Esperaza. C'est là que l'on finit de les dégager avec une extrême minutie. Le travail se poursuit parfois jusqu'au milieu de la nuit. Aucune importance pour nos paléontologues bénévoles, dont la plus belle récompense est de voir s'accumuler les ossements des plus petits aux plus grands. C'est ici qu'entre en scène Claude Moreno. Claude Moreno est sculpteur. À partir de moulages des os découverts, il reconstitue le squelette du grand dinosaure herbivore qui vivait là il y a 70 millions d'années, l'ampélosaure, le dinosaure des vignes. Le squelette de l'ampélosaure et son jumeau, en chair et en os, reconstitué lui aussi par Claude Moreno, font désormais la fierté du tout neuf musée des dinosaures d'Esperaza. Au pied de l'ampélosaure, quelques œufs d'où sortent les jeunes dinosaures. Car les œufs de dinosaures sont une autre des richesses des corbières. Il faut beaucoup de patience pour les dégager du sol, car il n'en reste que les coquilles cassées en 1000 morceaux. De la patience, il en faut peut-être encore plus à Jean Lothier pour assembler les uns après les autres tous ces morceaux de coquilles, ce qu'il fait en mesurant précisément la courbure de chacun d'eux. En général, nous faisons quelques sous-ensembles, c'est-à-dire nous associons quelques petits fragments, comme celui-ci par exemple, qui représente déjà quelques étapes de la fabrication, si je puis parler de fabrication, de l'œuf du remontage, pour arriver à obtenir des sous-ensembles qui représentent alors là déjà des portions importantes de l'œuf, d'autres plus importantes encore, comme celle-ci, qui représente presque le fond d'un œuf. Et peu à peu, ces sous-ensembles associés, nous pourrons obtenir une géométrie presque complète comme celui-ci, puisque c'est un des plus beaux spécimens que nous avons découvert. L'événement de l'été 93, c'est la mise à jour d'un véritable nid de plus de 10 œufs, aussitôt ramené au nouveau laboratoire qui jouxte le musée. Pendant que l'on dégage ce nid, dans le secret de son atelier, Claude Moreno s'apprête à donner vie à de nouveaux dinosaures. Et sur le terrain, les fouilles continuent. C'est incroyable, tout le village vit complètement à l'heure du dinosaure. J'ai fait quelques petites courses. J'ai rapporté ça d'abord. Regarde, cuvée des dinosaures, la blanquette de Limoux, c'est l'alcool local, enfin on n'en abusera pas. Et puis il y a autre chose beaucoup plus étonnant, ça c'est chez le boucher. Non mais regarde, c'est pas du pâté de dinosaure, du pâté de foie, le joyeux dinosaure. Mais donc j'espère qu'elle date pas de 70 millions d'années. Et quand tu penses quand même au coup de chance qu'il a fallu pour que ce chasseur trouve cet os bizarre, le ramasse et le confie à l'instituteur qui, encore une coïncidence, s'y connaissait en os de dinosaure, et voilà comment on révolutionne la vie d'un village. Tu m'emmènes où là maintenant? Eh bien là, on va rejoindre Éric Buffetot sur son dernier site de fouille, le champ de Bellevue. Alors on vous retrouve dans votre domaine. Que faites-vous exactement? Je suis en train de consolider un os de dinosaure, un humérus de titanosaure pour être précis. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on les voit dans les musées, les os de dinosaures qui ont l'air très, très compacts, très massifs, ils sont très fragiles sur le terrain. Donc avant de pouvoir les sortir, il faut les imprégner d'une résine qui est diluée dans de l'alcool ou de l'acétone afin de les rendre véritablement solides. D'accord, donc l'humérus, c'est la patte avant, c'est quoi? C'est ça, c'est l'os du bras, enfin de la patte avant du titanosaure. Et il y a d'autres choses là à côté? Il y a un assortiment d'autres os plus ou moins bien conservés. Il y a ici une vertèbre en assez mauvais état.
il y a là ce qui est probablement une côte cassée en deux. Oui. Puis ici, un gros fragment d'os qui sera difficile à identifier avant qu'on l'ait complètement préparé. Alors, en guise de conclusion sur ces fouilles d'Esperanza, comment est-ce qu'on peut s'imaginer ce paysage il y a 70 millions d'années? Alors d'abord, il faut s'imaginer un relief tout à fait différent, puisque les montagnes et les collines qu'on voit aujourd'hui n'existaient pas encore. Et il faut se représenter une vaste plaine alluviale, avec une végétation qui était bien différente aussi de celle d'aujourd'hui, puisque le climat était tropical. Et donc dans ce paysage évoluaient les dinosaures. Alors, cela dit, il n'y avait quand même pas que des dinosaures. Non, effectivement, nous avons trouvé ici aussi des restes de poissons, de tortues, de crocodiles. Il y avait tout un ensemble d'animaux qui vivaient évidemment à côté des dinosaures. Alors malheureusement aujourd'hui, ces dinosaures ont disparu de la vallée. Est-ce qu'ils ont des descendants encore aujourd'hui? Oui, les dinosaures, on le sait maintenant, nous ont laissé des descendants. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ces descendants, ce ne sont pas des reptiles comme des crocodiles ou des serpents ou des lézards, mais ce sont les oiseaux. En effet, mais il existe quand même une controverse à ce sujet, car même si l'on sait maintenant, de manière certaine, que les oiseaux descendent bien des dinosaures, on se dispute encore pour savoir lequel, parmi les dinosaures, était le véritable père des oiseaux. On va partir à la découverte d'un animal mythique, un dinosaure qui avait déjà des ailes et des plumes, l'Archéoptérix, quand les poules avaient des dents. Tout commença dans cette carrière à Solnhofen, dans le sud de l'Allemagne. Ces sédiments calcaires se déposèrent il y a 140 millions d'années, lorsque cette région était un vaste lagon tropical. Les ouvriers du XVIIIe siècle avaient l'habitude de découvrir entre deux plaques toutes sortes d'animaux fossilisés que les savants interprétaient comme des messages d'un passé lointain. Mais un jour, en 1783, on découvrit une chose qu'aucun homme n'avait jamais vue sur Terre. Cette chose avait la taille d'un petit oiseau, mais n'entrait dans aucune catégorie connue du monde animal. Ce fossile fit le tour de la communauté scientifique sans que l'on ne trouve de solution à cette énigme. 20 ans plus tard, le fameux anatomiste Georges Cuvier réussit enfin à interpréter ce mystérieux animal. D'après lui, ses griffes, son crâne, ainsi que d'autres éléments de son squelette étaient ceux d'un reptile. Quant à l'étrange élongation du 4e doigt, elle servait à porter des ailes. Cuvier le nomma ptérodactyle. Peu après, d'autres fossiles lui donnèrent raison et l'on trouva des ailes avec une sorte de membrane. Aussi bizarre soit-elle, l'idée des reptiles volants finit par s'imposer et on les appela les ptérosaures, sorte d'oiseaux au squelette de lézard avec des ailes de chauve-souris et une mâchoire de crocodile. Peu à peu, fossile après fossile, notre connaissance des ptérosaures s'est enrichie. Aujourd'hui, on sait qu'il en existait une très grande variété. Certains avaient la taille d'un moineau, d'autres étaient les plus grandes créatures qui aient jamais volé. Voici l'humérus d'un ptérosaure appelé Quetzalcoatlus. Cet os reliait l'aile au corps de la bête. Vu sa taille, l'animal devait avoir une envergure de 12 mètres, l'équivalent d'un avion bimoteur. Les ptérosaures sont apparus à peu près en même temps que les premiers dinosaures. Ils prospérèrent pendant 160 millions d'années et traversèrent les époques du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Puis ils disparurent avec les dinosaures il y a 65 millions d'années. Mais malgré les apparences, les ptérosaures ne sont pas les ancêtres de nos oiseaux actuels. La preuve se trouve dans leurs ailes. L'aile d'un ptérosaure était une membrane portée par une main dotée d'un 4e doigt très allongé. Chez l'oiseau, l'aile est composée de plumes fixées sur l'avant-bras et sur une main dont ne subsistent que le 2e et le 3e doigt. Pour voler, la nature a donc trouvé deux solutions différentes correspondant à deux évolutions distinctes. Conclusion, oiseaux et ptérosaures ont évolué chacun de leur côté de façon indépendante. Le véritable ancêtre de l'oiseau restait donc à trouver. En 1860, le médecin Karl Haberlein, qui habitait tout près de notre fameuse carrière, fit une étonnante découverte.
Comme il acceptait de se faire payer en fossiles, un de ses patients lui apporta celui-là. L'animal avait une longue queue, comme un reptile, mais il y avait aussi des traces de plumes. L'ensemble était mi-reptile, mi-oiseau. On lui donna le nom d'Archéoptérix. On avait enfin trouvé l'ancêtre des oiseaux, mais il amena une nouvelle question. Cet ancêtre descendait-il lui-même des dinosaures ? D'autres découvertes le confirment, comme ce nouvel Archéoptérix mis à jour en 1988. Ce squelette est bien à mi-chemin entre le dinosaure et l'oiseau. Si l'on remonte suffisamment dans le temps, on arrive à un ancêtre commun, le groupe des tecodontes. C'est lui qui a donné naissance aux dinosaures, aux ptérosaures et aux crocodiles. Les oiseaux, par contre, seraient un embranchement des dinosaures. Selon cette théorie, les oiseaux seraient donc les derniers dinosaures vivants. Il reste pourtant un point essentiel à résoudre. Comment un dinosaure terrestre a-t-il pu évoluer en un animal volant ? La première hypothèse est celle d'un proto-oiseau qui aurait trouvé des avantages à sauter d'arbre en arbre comme le font de nombreux animaux. Puis, progressivement, des ébauches d'ailes l'auraient aidé à mieux planer. Génération après génération, le proto-oiseau se serait donc mis à planer, puis finalement à voler par sa propre force. L'autre hypothèse est celle d'un animal dont les ailes lui auraient permis de courir de plus en plus vite pour attraper ses proies jusqu'au jour où il aurait pu décoller. Mais cette façon de chasser est très coûteuse en énergie car dès que l'on cesse de battre des ailes, celles-ci vous ralentissent, contrairement à l'oiseau qui se repose en planant. Une chose est sûre, l'Archéoptérix, lui, pouvait voler. La preuve réside dans ses fossiles de plumes. Elles sont asymétriques, exactement comme celles de nos oiseaux actuels, c'est-à-dire que la nervure ne se trouve pas au centre de la plume. Ceci afin de lui donner cette courbe caractéristique des ailes d'avion qui lui permet de transformer le mouvement de l'air en poussée verticale. Tout semblait donc s'éclaircir et l'origine de nos oiseaux, descendants des dinosaures, devenait de plus en plus crédible, jusqu'au jour où une découverte vint semer le trouble. Le paléontologue Sankar Chatterjee menait des fouilles de routine lorsqu'une petite pierre recouverte de fragments fossiles attira son attention. Ne sachant s'il s'agissait d'un dinosaure ou d'un autre animal, il l'a mis de côté. Détacher les os de la pierre mit plusieurs mois, mais quand Chatterjee les assembla enfin, il eut une grosse surprise. À première vue, cela avait l'air d'un petit dinosaure, sans doute le plus petit jamais trouvé. Mais lorsqu'il étudia les os avec précision, il leur trouva les caractéristiques typiques du squelette d'oiseau. Un oiseau plus moderne que l'Archéoptérix, bien que 75 millions d'années plus vieux. Selon Chatterjee, cet animal a des vertèbres et un bassin semblables à ceux d'un oiseau, de même que son sternum en forme de quille où devaient être fixés de puissants muscles pour faire battre les ailes. Sa mâchoire, dont la partie supérieure est mobile, rappelle elle aussi celle d'un oiseau. Chatterjee est convaincu qu'il s'agit bien d'un oiseau qu'il nomme Protoavis. Mais le problème, c'est que Protoavis est presque aussi vieux que les premiers dinosaures. Et bien sûr, on ne peut pas être aussi vieux que son ancêtre. Alors, d'où viennent les oiseaux ? Ils ne seraient pas un embranchement des dinosaures, mais auraient évolué parallèlement à eux. Aujourd'hui, les interprétations de Chatterjee sont très discutées et la communauté scientifique penche plutôt pour la première hypothèse, à savoir que l'Archéoptérix et les oiseaux descendent bien des dinosaures. Ainsi, les dinosaures n'auraient pas complètement disparu et certains d'entre eux continueraient tranquillement à se balader sous une apparence certes
beaucoup moins effrayante. Je trouve ça complètement étonnant de savoir que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Moi, j'aurais plutôt pensé à des lézards géants, vous savez, ceux qu'on trouve dans les îles Pacifiques, les varans de Komodo. Est-ce que je me trompe complètement? Non, tu as raison, Caroline, parce que c'est vrai que les varans ressemblent vraiment à des dinosaures, du moins pour l'aspect extérieur. Cela dit, il faut quand même bien préciser que les varans sont plutôt des cousins que des descendants des dinosaures. Tous les deux sont des reptiles. Mais entre les varans et les dinosaures, il y a quand même des différences qui ne trompent pas, Éric Buffetot. Oui, il y a des différences surtout dans la locomotion et la posture. Ça se passait comment alors? Alors, les dinosaures, ils ont les membres verticaux, comme ça. Moi je vais faire le dinosaure, voilà. Et donc, ils soutiennent leur corps au-dessus du donc sol. ils se déplacent comme ça? Oui. Assez rapidement? Assez efficacement, oui. D'accord. Et le varan? Le varan, lui, au contraire, il a les coudes écartés du corps, et le corps est moins bien soutenu au-dessus du sol. D'accord. C'est déjà moins efficace. Oui, effectivement, c'est déjà beaucoup plus difficile. D'accord. Mais expliquez-moi une chose, parce que vous avez trouvé que des ossements, comment pouvez-vous être sûr de la position des dinosaures? Pas de tendu. Oui, on en a beaucoup discuté. D'ailleurs, au début du siècle, on a imaginé à un moment que les dinosaures se déplaçaient comme les reptiles d'aujourd'hui. Mais comme ils avaient un thorax assez profond, ça les aurait obligés en fait à circuler dans une sorte de sillon dans le sol. Ils auraient le ventre, plus bas que les pattes, et c'était mécaniquement difficile à admettre. Alors on va donc les voir, ces varans? Bien sûr, on va quand même regarder à quoi ressemblent ces animaux extraordinaires que sont les varans de Komodo. Mais auparavant, Éric Buffetot, ici on est donc pas très loin du site d'Esperaza. Dans quel endroit nous trouvons-nous exactement? Bien, nous sommes sur un des sites de la région qui ont livré des œufs de dinosaures en grande quantité. Un de ces œufs qui a gardé sa forme ovoïde, et également des morceaux de sa coquille. Et alors ces œufs, on en trouve dans tous ces ravins en grande quantité, souvent groupés en nids. Et vous pensez en trouver encore? Oui, certainement, parce qu'il y a à la surface de nombreux indices, des morceaux de coquille qui montrent qu'il y a à l'intérieur, dans le sol, des œufs entiers. Et donc il suffit de creuser. Il suffit de creuser. Avis aux amateurs. Nous, en attendant, on regarde les dragons de Komodo. C'est aux abords de cet archipel indonésien qu'un pilote hollandais fut obligé d'amérir en 1911. L'île de Komodo semble paisible. Une nature sereine et un village de pêcheurs accueillent le rescapé. Mais on raconte ici des légendes sur une espèce de reptile énorme, mangeur d'hommes, du nom de Ora ou le crocodile de terre. L'infortuné pilote ne tarde pas à rencontrer ces monstres sortis du fond des âges. Son récit le fera prendre pour un aliéné, mais les expéditions scientifiques confirmeront bien la présence d'une espèce de varan géant, très primitif, le plus grand du monde, désormais baptisé Varanus komodoensis. Il peut atteindre plus de 3 mètres de long. Son ancêtre direct, un fossile de 7 mètres, a été découvert en Australie et daté. L'espèce a au moins 100 millions d'années et vivait donc en même temps que les grands dinosaures de la fin de l'ère secondaire. Un véritable fossile vivant qui garde des caractères très primitifs comme ses dents crénelées qui lui permettent d'agripper des proies importantes. Autre caractère primitif, ses plaques osseuses à l'intérieur du derme. Un facteur qui l'a protégé des convoitises des braconniers qui se sont aperçus que sa peau ne pouvait pas être tannée. Il a supplanté les autres espèces de varans, plus petits mais plus agiles, qui peuplent les autres îles indonésiennes. Mais on ignore pourquoi cette terre est la seule où vit actuellement ce reptile géant. Pas de prédateur, hormis lui-même. Le varan de Komodo fait partie de ces espèces qui n'hésitent pas à dévorer ses propres petits et ses œufs. Les bébés doivent attendre d'avoir une taille respectable pour être à l'abri du cannibalisme de leurs congénères. Une jeunesse difficile où chaque lambeau de chair est pris à la dérobée dans l'angoisse de l'arrivée des adultes qui flairent aussi la carcasse. Dans l'île de Komodo règne un climat subéquatorial. La température, quasi constante, est favorable à l'ensemble des reptiles,
animaux à sang froid, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent réguler leur température pour compenser un excès ou une baisse de température extérieure. Pour le varan de Komodo, le seuil fatidique est atteint dès les 42 degrés, au-delà desquels il meurt de choc thermique. Sous la canicule, son corps fonctionne au ralenti et il recherche les zones de fraîcheur, failles naturelles ou terriers qu'il creuse à cet effet. Contrairement à toutes les autres espèces de varans, il ne cherche pas à s'immerger pour faire baisser la température de son corps, un comportement inexpliqué dans un lieu où l'eau est omniprésente. Le varan de Komodo est un grand nécrophage. Carcasses et cadavres divers constituent son alimentation. Mais il peut aussi attaquer des proies bien vivantes, comme les cerfs et les sangliers qui peuplent l'île. Là encore, une température trop élevée peut entraîner sa mort, car la putréfaction de la nourriture dans son estomac devient alors plus rapide que sa propre digestion. Il ne dédaigne pas non plus la chair humaine, charmant accueil pour les touristes. À son palmarès, quelques cadavres du cimetière local, un explorateur suisse un peu trop curieux et une fillette, dernière à s'être faite dévorer il y a 5 ans. Sa gueule est remplie de bactéries gangréneuses et lorsque le premier coup n'est pas fatal, l'animal blessé mourra sans tarder d'infection. Les varans n'auront plus alors qu'à se servir. Pour repérer ses proies, le varan dispose d'un sens olfactif hors pair. Tout d'abord son odorat, suffisamment sensible pour détecter une bête à plusieurs kilomètres. Et puis cette langue qu'il sort régulièrement. Elle lui permet de ramener les molécules odorantes dans la bouche où un organe, dit de Jacobson, détecte la nature de l'odeur. Un système olfactif 1000 fois plus sensible que celui de l'homme. Bien qu'il ne descende pas directement des dinosaures, le varan de l'île de Komodo semble être ce qu'il nous reste de plus proche de ces animaux mythiques. Et celui-là n'est pas un fossile, mais un être bien vivant. Alors quand même, les dinosaures ressemblaient un petit peu à ces varans qu'on vient de voir. Bon, ils donnent une certaine idée de ce qu'est un gros reptile terrestre, mais guère plus. Vous pouvez venir voir? Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ça fait 5 minutes que j'ai la brosse et c'est très enthousiasmant. J'ai trouvé quelque chose, mais je ne sais pas du tout s'il s'agit justement d'un os de dinosaure. Vous allez sûrement pouvoir m'éclairer. Ah oui, ça c'est une vertèbre, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une vertèbre de la queue d'un titanosaure, pour être précis. On en trouve partout en France, des sites aussi intéressants que ça. Alors, pas vraiment partout, mais il y a beaucoup d'endroits de France où on a trouvé des dinosaures. Le mieux, ce serait de voir ça sur une carte, d'ailleurs. Vous allez nous montrer alors? Allons-y. Alors, qu'y a-t-il sur cette carte? C'est la carte géologique de la France qui montre les terrains des différents âges. Alors, donc ici, on trouve des gisements de dinosaures dans ces couches violettes du Trias, dans ces couches bleues du Jurassique et dans ces couches vertes du Crétacé. C'est immense ça comme superficie. Oui, mais on n'en trouve pas absolument partout. Par exemple en Normandie où on a trouvé des restes de stégosaures, ou dans le Boulonnais où on a des restes de sauropodes. Ici, dans la région de Saint-Dizier, on a trouvé des iguanodons. Et là, dans le Jura, des dinosaures du Trias. Et nous? Nous sommes ici dans les Corbières, dans ces dépôts du Crétacé continental qui contiennent des restes de dinosaures en abondance. Je crois qu'il faut quand même dire que même dans ces régions, les gisements d'ossements de dinosaures sont quand même très limités parce qu'il faut des conditions tout à fait particulières pour que les os de dinosaures se conservent. Oui, parce qu'un os qui reste à la surface du sol, au bout d'un certain temps, il tombe en poussière. Donc il faut que ces ossements soient rapidement enfouis sous du sable ou de l'argile pour ensuite se fossiliser et être conservés jusqu'à notre époque. Oui, ce qui fait que même dans les terrains a priori propices au reste du dinosaure, c'est ça et là qu'on va trouver quelques ossements. Tout à fait, on ne trouve pas sur toute l'épaisseur des dépôts. Par exemple, si on regarde les couches de l'autre côté de la vallée, on trouve des restes de dinosaures jusqu'au niveau de cette couche de calcaire blanc qui marque la fin du Crétacé. Mais au-dessus de ce niveau, dans la colline que l'on voit là, ce sont des couches tertiaires qui ne contiennent plus aucun reste de dinosaure. D'accord, donc sur la colline là. Au sommet de la colline. Alors cette disparition était très très brutale visiblement. Aujourd'hui, oui, tout porte à croire qu'elle a été très brutale, très rapide. Et à la suite d'une espèce de grande catastrophe, un cataclysme planétaire. Alors c'est le dernier volet de notre grande enquête de ce soir sur les dinosaures. On va partir sur la côte basque pour tenter d'élucider ce mystère, l'ultime catastrophe.
La plage de Bidart, sur la côte basque. Robert Roquia et Éric Robin, deux physiciens du CEA, ne sont pas venus se baigner, mais examiner ces falaises qui datent de l'extrême fin du secondaire, l'ère des dinosaures. On sait en effet que les dinosaures ont disparu brutalement de la surface du globe, si brutalement que seul un cataclysme planétaire peut expliquer cette disparition. Ce sont tout simplement les traces de ce cataclysme que recherchent ces deux physiciens. Ces roches se sont formées au fond de l'océan, pendant le Crétacé, à la fin du secondaire. Elles sont principalement constituées des coquilles, des petits animaux microscopiques qui forment le plancton. Au-dessus des roches du secondaire, on va trouver les roches du tertiaire, dont la composition est identique. Mais qu'y a-t-il entre les deux? Du gris au blanc. Très net. Ah ouais, ça doit être, c'est là, entre les deux. Et je pense qu'on a là devant nous la couche d'argile. D'accord. Qui marque le contact. Ah ouais, oh, elle est superbe. T'as vu, elle monte. Ouais. En effet, le Crétacé et le Tertiaire sont séparés par une couche d'argile de 2 cm d'épaisseur, ce qui correspond à une durée de quelques milliers d'années. Cette argile est très particulière. Pour les deux chercheurs, elle contient des poussières de météorites. Vous avez ici les marnes grises de la fin du Crétacé, les marnes blancs rosés du début du Tertiaire, et entre les deux, une couche d'argile où il n'y a aucune trace de vie et où on pense trouver des traces de matière météoritique. Bah, on va faire le test de l'aimant, hein. Alors, j'ai pris un peu du global. Hein. Les deux chercheurs dissolvent d'abord l'argile avec de l'acide chlorhydrique. Puis ils prennent un aimant en forme de cylindre qu'ils recouvrent d'un papier blanc. En effet, quand une météorite arrive sur Terre et rentre dans l'atmosphère, elle forme de minuscules particules très riches en fer. Si de telles particules sont présentes dans l'argile, elles vont venir se coller à l'aimant grâce aux propriétés magnétiques du fer. C'est gagné. Ce cercle noir presque parfait qui suit la forme de l'aimant, ce sont bien les particules magnétiques recherchées. Alors bien sûr, elles sont toutes petites. Elles font entre 1 et 10 microns de dimension. Il faut les voir au microscope. Et on ne peut pas les distinguer. On a l'impression d'une fine poussière. Mais au microscope électronique, on voit des structures qui sont absolument de toute beauté. On verra ça au laboratoire. Le plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas qu'ici que l'on trouve cette couche d'argile. Du Danemark au Canada, en passant par le Mexique ou le fond du Pacifique, on trouve à chaque fois, à la limite des terrains du secondaire, cette étrange pellicule d'argile totalement dépourvue de fossiles, mais renfermant cette poussière d'origine extraterrestre. Est-ce la signature d'un gigantesque météore qui aurait ravagé la Terre ? Il reste tout de même un dernier test à faire pour déterminer si les particules récoltées dans la couche d'argile sont bien des restes de météorites. Il faut savoir de quoi elles sont faites. J'ai l'impression qu'il y en a une quantité phénoménale. Pour cela, les deux chercheurs, de retour dans leur laboratoire de Givres-sur-Yvette, reprennent les échantillons pour les observer au microscope électronique. Alors. Donc voilà, là t'as le rond. La fine couronne de poussière apparaît sur l'écran du microscope. Grossie 200 000 fois, elle se révèle constituée de particules aux formes étranges. La morphologie de ces minéraux. Magnétique. On fait une analyse. Oui, rien de voir. Tiens, regarde celle-là, regarde, tu l'as pas vu celle-là. Couplé au microscope, un spectromètre permet d'analyser la composition de ces particules. Magnésium, aluminium, chrome, fer et nickel, c'est exactement ce que l'on trouve à la surface des grosses météorites. Ces particules sont bien d'origine cosmique. Une autre expérience est tout aussi éloquente. On introduit un échantillon d'argile de la couche dans un détecteur de rayons gamma. Ce détecteur va déceler la présence dans l'échantillon d'un métal très rare sur Terre, l'iridium.
Le résultat apparaît sur l'écran. La tache verte, au centre, indique une teneur en iridium 1000 fois plus forte que la moyenne des roches terrestres. Et cette teneur en iridium est justement celle des météorites. Il est donc bien tombé quelque chose du ciel à la fin du secondaire. On peut dès lors imaginer la scène. Une météorite de 10 km de diamètre percute la Terre à 30 km par seconde. Elle dégage la même énergie que 5 milliards de bombes d'Hiroshima. L'impact projette dans l'atmosphère un gigantesque nuage de poussière qui fait écran au Soleil. Le climat se refroidit, la croissance des végétaux s'arrête. Les 3/4 des espèces animales disparaissent, des plus gros, les dinosaures, jusqu'aux plus petits, le plancton marin microscopique. Parmi les rares survivants, ce petit mammifère promis a un brillant avenir. Mais si une ou plusieurs météorites ont frappé la Terre à la fin du Crétacé, il reste à trouver l'endroit où elles sont tombées. Le ou les cratères devraient faire plusieurs fois la taille du célèbre météore cratère en Arizona. Justement, les restes d'un cratère de 150 à 200 km de diamètre auraient été retrouvés au sud du golfe du Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Émise en 1980 par le physicien Luis Alvarez, l'hypothèse de la météorite convainc aujourd'hui la majorité des spécialistes. Mais certains pensent encore que la grande éruption volcanique qui a eu lieu en Inde, à la fin du Crétacé, pendant plusieurs millions d'années, suffit à expliquer la disparition des dinosaures. Eh bien voilà, regarde un peu le trou là, magnifique. Pour Robert Rocchia et Éric Robin, cette longue éruption volcanique n'explique pas du tout la brutalité de la transition entre le secondaire et le tertiaire. Aussi, ils continuent à accumuler les preuves de la grande catastrophe d'origine météoritique, comme ici sur une falaise d'Andaille, près de la frontière espagnole. Il suffit de se baisser pour ramasser. Ouais. C'est assez boule, effectivement. Oh, merveille! Regarde-moi ça. Une couche d'argile. Qui fait partie de la limite? Oui. Un indice de plus pour ces détectives à la recherche d'un crime vieux de 65 millions d'années. Nous sommes de retour dans ce laboratoire de Gif-sur-Yvette, le laboratoire de Robert Rocchia et Éric Robin. Alors Éric Buffetot, qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse? Est-ce que pour vous aussi, les dinosaures ont été victimes de cette averse de météorites? Je pense que c'est tout à fait possible, parce que contrairement à ce qu'on a longtemps dit, rien ne prouve que les dinosaures aient été en déclin pendant fort longtemps avant leur disparition. Et les recherches récentes, y compris celles que nous faisons à Esperanza, montreraient plutôt qu'ils ont disparu assez rapidement, et donc ça c'est tout à fait compatible avec l'idée d'une catastrophe d'origine extraterrestre. D'accord. Alors cela dit, il y a quand même cette hypothèse du volcanisme, les grands volcans du Décan en Inde de la fin du Crétacé. Alors Robert Rocchia et Éric Robin, qu'est-ce que vous répondez, vous, aux partisans de cette hypothèse pour l'extinction des dinosaures? Eh bien, je crois qu'on peut leur répondre deux choses. Tout d'abord, on peut les remercier et leur dire que sans eux, on n'aurait jamais étudié en détail les traces de matière cosmique de la limite KT. Et puis la deuxième réponse qu'on peut leur faire, c'est de revoir leur position. En fait, dans les sédiments de la limite Crétacé-Tertiaire que nous avons analysés devant vous ici, vous avez pu voir qu'il y a des traces de matière cosmique indubitables. On est obligé pour ce genre de phénomène, l'étude de phénomènes non reproductibles comme celui-là, d'utiliser des méthodes un peu calquées sur les méthodes policières. Donc on recherche des empreintes digitales. Et qu'est-ce qu'on voit là? C'est des magnétites qui sont en quelque sorte l'empreinte digitale de la matière cosmique. Bon, je crois qu'on a beaucoup mieux compris ce qu'étaient les dinosaures. En tout cas, la disparition, moi j'ai compris personnellement. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il reste encore à découvrir. Certainement beaucoup de choses. Il reste beaucoup de choses à découvrir. D'abord, il reste de nouveaux dinosaures à découvrir, parce que des dinosaures, on en connaît de très nombreuses espèces, mais on en trouve sans arrêt de nouvelles. Là, j'ai un tibia d'un petit dinosaure que nous avons trouvé il y a quelques mois en Thaïlande. Vous l'avez identifié ou... C'est une espèce nouvelle. C'est un dinosaure autruche, un petit dinosaure coureur. Mais c'est une espèce qu'on ne connaissait pas jusqu'à il y a quelques mois. Et sur leur biologie, leur comportement, par exemple sur l'affaire du sang, alors d'abord on a dit qu'ils avaient le sang froid, puis le sang chaud, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Oui, on a beaucoup discuté là-dessus. On n'est pas arrivé à une conclusion très, très définitive. En fait, ce qui est possible, c'est que les dinosaures aient eu un sang tiède, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils aient eu un type de physiologie qui n'existe plus vraiment dans la nature actuelle et qui donc est très difficile à reconstituer. Donc encore beaucoup de recherches en perspective. Oui, heureusement. Bien, nous arrivons au terme de cette soirée. Je crois qu'on en sait effectivement beaucoup plus qu'au début de cette émission. Quelques livres avant de nous quitter. Tout d'abord, Le monde préhistorique des dinosaures de David Norman aux éditions PML. Un autre livre, lui aussi très bien illustré, de David Norman, Le monde fantastique des dinosaures, cette fois-ci chez Solar. Et puis pour prolonger votre plaisir, je vous propose Dans les traces des dinosaures, c'est bien sûr d'Éric Buffetot, chez Explora, Presse Pocket, vous le trouverez partout. Il y a de nombreuses photos, c'est très très bien illustré. C'est un peu le résumé de notre émission de ce soir. À lire enfin dans Science et Vie, un article sur Jurassic Park et ce fameux problème de peut-on ressusciter ou pas les dinosaures. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. Au revoir. Au revoir. D'Acacia.